Le matin se levait lentement sur Paris, apportant cette lumière orangée qui filtrait par les hautes fenêtres du garage de l'hôtel particulier. Robert Lambert ajusta le rétroviseur de sa Mercedes argentée et inspira profondément, sentant l'odeur caractéristique de cire automobile qui imprégnait l'environnement impeccable. Il était 7h30 du matin, un mardi qui s'annonçait décisif pour ses affaires. La réunion fixée à 9h devait finaliser la vente d'une de ses entreprises, une affaire qu'il avait bâtie pendant plus de 15 ans. Il posa la main sur le levier de vitesse, observant un instant le reflet du soleil sur les carrosseries des autres véhicules stationnés dans le garage spacieux. Tout semblait parfait ce matin-là, à l'exception du nœud qu'il sentait à l'estomac chaque fois qu'il pensait à Véronique, sa femme. Le mariage qui avait jadis été prometteur n'était plus qu'une façade maintenue par commodité et apparence sociale. Au cours des 2 dernières années, leur relation était devenue froide et distante, surtout après que Robert eut décidé de modifier son testament pour inclure Julie, sa fille de son premier mariage. Robert était sur le point de démarrer le moteur lorsqu'il entendit des cris venant de la porte latérale du garage. C'étaient des cris désespérés, chargés d'urgence et de peur. Il fronça les sourcils, confus, essayant d'identifier l'origine de cette agitation inattendue. En 15 ans de service pour la famille, Madame Colette n'avait jamais élevé la voix de cette manière. La gouvernante avait toujours été une femme discrète, éduquée et respectueuse, maintenant toujours la contenance appropriée à son rôle. La porte s'ouvrit brusquement, et Madame Colette surgit en courant, son uniforme en désordre et le visage rouge d'effort physique. Elle agitait frénétiquement les bras, lui faisant signe d'arrêter la voiture. Robert sentit une pointe d'inquiétude mêlée d'irritation face à cette rupture abrupte de protocole. Il coupa le moteur et ouvrit la portière du véhicule, sortant pour comprendre ce qui se passait. Madame Colette arriva près de lui en titubant, s'appuyant sur le capot de la voiture, tout en essayant de reprendre son souffle. Sa poitrine montait et descendait rapidement, et ses mains tremblaient visiblement. Robert ne l'avait jamais vue dans cet état. La femme avait toujours été calme et posée, gérant les situations domestiques les plus diverses, avec efficacité et sérénité. Voir cette transformation dans son comportement fit frissonner l'homme d'affaires. Madame Colette réussit finalement à parler, sa voix coupée par le manque d'air. Les mots qu'elle prononça firent s'arrêter le monde de Robert un instant. Elle dit que Madame Véronique avait trafiqué la voiture la nuit précédente, qu'elle avait vu quelque chose de terrible et qu'il ne pouvait, en aucun cas, conduire ce véhicule. Robert sentit ses jambes faiblir. Il regarda la gouvernante, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre, cherchant dans ses yeux un signe de confusion ou d'erreur. L'accusation était extrêmement grave. Robert connaissait Véronique depuis 12 ans. Il était marié avec elle depuis 10. Malgré tous les problèmes récents dans leur relation, l'idée que sa femme puisse lui faire du mal semblait trop absurde pour être vraie. Il demanda à Madame Colette si elle était sûre de ce qu'elle disait, s'il n'y avait pas un malentendu. La gouvernante secoua la tête négativement, des larmes commençant à monter à ses yeux. Avec une respiration encore irrégulière, Madame Colette commença à raconter ce qu'elle avait vu. Elle expliqua que la nuit précédente, vers minuit, elle avait réalisé qu'elle avait oublié son sac dans la cuisine. Comme elle devait prendre le bus très tôt le lendemain matin et que le sac contenait son argent et ses documents, elle avait décidé de revenir le chercher. En entrant par la porte de derrière, qui restait toujours déverrouillée pour les employés, elle aperçut une faible lumière provenant du garage. Curieuse et inquiète de la possibilité d'un intrus, Madame Colette s'approcha silencieusement. C'est alors qu'elle reconnut la silhouette de Véronique, éclairée par la lumière d'une lampe de poche. La femme de Monsieur Robert était vêtue de vêtements sombres, complètement différents des ensembles élégants qu'elle avait l'habitude de porter. À ses côtés, sur le sol, se trouvait une boîte à outils ouverte. Madame Colette sentit un frisson dans le ventre et se cacha derrière la porte du garde-manger, observant la scène sans être vue. Véronique ouvrit le capot de la Mercedes argentée avec des mouvements précis, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Pendant plus d'une demi-heure, elle travailla là-dessous, utilisant des outils et manipulant des parties du moteur que Madame Colette ne pouvait identifier de sa position. La gouvernante dit qu'elle était paralysée, ne sachant que faire, craignant d'être découverte, et en même temps sentant qu'elle était témoin de quelque chose de terrible. Ce qui effraya le plus Madame Colette
fut d'entendre Véronique parler seule pendant qu'elle travaillait. Les mots étaient bas, mais clairs dans le calme de la nuit. Elle maudissait Robert, murmurait à propos de la route dangereuse qu'il prendrait le lendemain pour se rendre à Lyon, où aurait lieu la réunion. Elle disait des choses sur le fait de finalement obtenir tout ce qu'elle méritait, sur le fait de ne pas accepter d'être humiliée par le partage de l'héritage. Quand elle eut terminé, Véronique avait les mains sales de graisse. Elle referma le capot avec précaution, rangea les outils et sortit du garage par la même porte par laquelle elle était entrée. Madame Colette resta cachée encore quelques minutes, le cœur battant, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Elle passa toute la nuit éveillée, angoissée, tiraillée entre la peur de s'attirer des ennuis et la conscience qu'elle ne pouvait pas laisser quelque chose de grave arriver à M. Robert. Robert avait toujours été juste avec elle. Il la payait à temps, respectait ses horaires et ne l'avait jamais traitée avec mépris. C'était un homme bon, et elle ne pourrait pas vivre avec le poids sur sa conscience si elle restait silencieuse. Robert écouta tout cela, sentant le sol disparaître sous ses pieds. Il regarda la voiture, le capot étincelant sous la lumière du matin, puis reporta son regard sur Madame Colette. La sincérité dans ses yeux était indéniable. Cette femme n'avait aucune raison d'inventer une histoire aussi grave. Elle n'avait jamais montré de ressentiment ou d'intérêt à créer des problèmes dans la famille. Au contraire, elle avait toujours été loyale et dévouée. Les mains tremblantes, Robert s'approcha de l'avant du véhicule. Il n'était pas mécanicien. Ses connaissances sur le fonctionnement interne d'une voiture étaient limitées, mais quelque chose en son instinct le poussait à vérifier. Il ouvrit le capot et commença à examiner le moteur. Tout semblait normal à première vue, mais alors ses yeux captèrent quelque chose d'étrange. Il y avait des marques récentes sur certaines pièces, des signes que des outils y avaient été utilisés récemment. Et puis, il vit les câbles du système de freinage. La coupure était trop précise pour être naturelle. Robert n'avait pas besoin d'être un spécialiste pour se rendre compte que ce n'était pas le résultat de l'usure ou de l'usage. Quelqu'un avait coupé ces câbles intentionnellement, utilisant une pince ou un outil similaire. La réalité de cette découverte tomba sur lui comme un poids écrasant. Il s'éloigna de la voiture, sentant la nausée. La femme avec qui il partageait son lit toutes les nuits avait tenté de lui faire quelque chose de terrible. Madame Colette s'approcha, posant une main sur son bras, en signe de solidarité silencieuse. Robert se tourna vers elle, et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sentit des larmes menacées de déborder de ses yeux. Il la remercia, la voix étranglée, disant qu'elle lui avait sauvé la vie. La gouvernante se contenta de hocher la tête, disant qu'elle avait fait ce que toute personne de bien devrait faire. Robert demanda à Madame Colette d'aller à la dépendance et de ne parler à personne de cette situation. Il devait réfléchir clairement. Il devait décider comment agir face à cette révélation dévastatrice. La gouvernante accepta et s'éloigna rapidement, visiblement encore secouée. Seul dans le garage, Robert s'adossa au mur et ferma les yeux, essayant d'organiser le tourbillon de pensées qui envahissait son esprit. Comment en était-il arrivé là? Comment son mariage s'était-il détérioré au point que Véronique envisage de faire quelque chose d'aussi extrême? Il se rappela les dernières discussions, surtout celles concernant le testament. Julie, sa fille de son premier mariage, n'avait que 22 ans et commençait sa vie d'adulte. Robert avait senti qu'il était juste de l'inclure dans le partage des biens. Après tout, elle était son aînée et méritait d'être reconnue. Véronique avait réagi avec fureur, l'accusant de déloyauté et d'ingratitude. Mais Robert n'avait jamais imaginé que cette discussion puisse mener à quelque chose d'aussi grave. Véronique avait toujours été ambitieuse, il le savait depuis le début. Elle venait d'une famille de classe moyenne et avait été charmée par le style de vie qu'il pouvait lui offrir. Les premières années, cela ne semblait pas être un problème. Elle était attentive, affectueuse, et semblait sincèrement intéressée par lui en tant que personne. Mais avec le temps, Robert commença à percevoir que son intérêt était davantage dirigé vers le patrimoine que vers la relation elle-même. Au cours des 2 dernières années, depuis que Julie était redevenue une partie active de sa vie, la tension entre Robert et Véronique était devenue insoutenable. Son épouse faisait des commentaires acides sur sa belle-fille, insinuait que la jeune femme n'était intéressée que par l'argent de son père et créait des situations embarrassantes chaque fois que Julie visitait la maison.
Robert avait tenté de calmer la situation, avait parlé plusieurs fois à Véronique de l'importance de maintenir l'harmonie familiale, mais elle refusait de céder. Maintenant, debout dans ce garage, regardant la voiture sabotée, Robert comprenait qu'il avait complètement sous-estimé l'étendue de l'avidité et du ressentiment de Véronique. Elle n'était pas seulement insatisfaite du partage de l'héritage, elle était prête à tout pour s'assurer qu'elle obtiendrait tout. La froideur nécessaire pour planifier et exécuter ce sabotage révélait un côté sombre qu'il n'avait jamais imaginé exister. Robert inspira profondément et tenta de se calmer. Il devait agir intelligemment. Confronter Véronique impulsivement pourrait être dangereux et contre-productif. Il avait besoin de preuves concrètes. Il devait s'assurer qu'elle ne puisse échapper aux conséquences de ses actes. Mais en même temps, il ne pouvait pas simplement ignorer ce qu'il avait découvert et continuer à vivre sous le même toit que cette femme, feignant la normalité. Il décida que la première étape serait de tout documenter. Il prit son téléphone portable et commença à photographier les câbles coupés sous différents angles, s'assurant de capturer les détails qui prouvaient le sabotage intentionnel. Ensuite, il enregistra une vidéo expliquant ce que Madame Colette avait vu et ce qu'il venait lui-même de découvrir. Il devait créer un enregistrement, quelque chose qui servirait de preuve au cas où il en aurait besoin plus tard. Le cœur toujours battant, Robert referma le capot de la voiture et retourna à l'intérieur de l'hôtel particulier. Les escaliers de marbre menant au premier étage n'avaient jamais semblé aussi longs. Chaque marche semblait peser plus que la précédente. Il savait que Véronique était toujours à la maison, probablement en train de se préparer dans sa chambre. Ils dormaient dans des chambres séparées depuis plus d'1 an, un autre symptôme de leur relation brisée. Arrivé en haut des escaliers, Robert s'arrêta un instant devant la porte de la chambre de Véronique. Il pouvait entendre le son étouffé de la musique venant de l'intérieur. Il respira profondément une fois de plus, se préparant mentalement à la confrontation qu'il était sur le point d'avoir. Il ne savait pas exactement ce qu'il dirait ni comment elle réagirait, mais il savait qu'il devait regarder cette femme dans les yeux et comprendre jusqu'où sa froideur pouvait aller. Il frappa à la porte 3 fois, fermement. La voix de Véronique vint de l'autre côté de la porte, tranquille et mélodieuse comme toujours. Elle lui dit d'entrer, que la porte était ouverte. Robert tourna la poignée et poussa la porte, révélant la chambre luxueuse que Véronique avait décorée avec des goûts raffinés et coûteux. Des rideaux de soie française ornèrent les fenêtres, une coiffeuse française ancienne occupait un coin privilégié, et l'arôme d'un parfum importé flottait dans l'air. Véronique était assise devant la coiffeuse, appliquant du rouge à lèvres rouge sur ses lèvres avec des mouvements précis et délicats. Elle portait une élégante robe bleu marine. Ses cheveux bruns foncés étaient impeccablement coiffés et ses bijoux brillaient sous la douce lumière de la chambre. À 42 ans, elle conservait une beauté qui attirait l'attention, résultat de soins constants dans des cliniques esthétiques et des clubs exclusifs. Par le miroir, elle capta le reflet de Robert immobile dans l'encadrement de la porte et sourit. Son sourire était ce qui perturbait le plus Robert à ce moment-là. Il était naturel, insouciant, presque chaleureux. Comment quelqu'un pouvait-il sourire de cette manière après avoir passé la nuit précédente à saboter la voiture de son propre mari? La dissonance entre ce qu'il savait qu'elle avait fait et la tranquillité qu'elle affichait était effrayante. Véronique se tourna sur sa chaise pour le regarder directement, croisant élégamment les jambes. Elle lui demanda s'il allait bien, commentant qu'il semblait pâle. Elle dit qu'elle espérait qu'il ne tombait pas malade justement le jour de cette réunion si importante. Ces mots portaient une préoccupation apparente, mais Robert pouvait maintenant percevoir quelque chose de différent dans son ton, une fausseté subtile qui avait toujours été là, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Elle demanda s'il allait partir bientôt pour éviter les embouteillages, mentionnant que la route de Lyon était souvent congestionnée après 8 heures. Robert entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Il devait garder son sang-froid. Il ne pouvait pas la laisser deviner qu'il savait tout. Pas encore, du moins. Il répondit que tout allait bien, qu'il avait simplement passé une mauvaise nuit à penser aux détails de l'affaire. Véronique hocha la tête avec compréhension, se levant de la coiffeuse et se dirigeant vers le dressing pour prendre un sac. Pendant qu'elle fouillait dans ses affaires, Robert observait chacun de ses mouvements. Il essayait de trouver un signe de nervosité, une fissure dans le masque de normalité qu'elle portait. Mais Véronique semblait complètement à l'aise,
organisant des objets dans son sac et commentant ses propres plans pour la journée. Elle mentionna qu'elle avait rendez-vous au salon de beauté et qu'elle retrouverait ensuite des amis pour déjeuner au club. Robert décida de tâter le terrain. Il commenta nonchalamment la voiture, disant qu'il pensait la faire réviser car il avait remarqué des bruits étranges ces derniers jours. Il observa attentivement sa réaction. Véronique leva à peine les yeux, répondant avec indifférence qu'il devrait le faire, qu'il ne pouvait pas risquer d'avoir des problèmes mécaniques, justement maintenant qu'il avait tant d'engagements importants. La froideur de cette réponse confirma tout ce que Robert avait besoin de savoir. Elle s'attendait à ce qu'il utilise cette voiture, elle comptait là-dessus. Il sentit un serrement dans la poitrine, un mélange de colère et de tristesse si intense qu'il dut contrôler l'envie de la confronter immédiatement. Mais il se rappela ce que Madame Colette avait raconté, les mots que Véronique avait murmurés seule dans le garage. Elle avait planifié cela méticuleusement, et s'il n'était pas prudent, il pourrait ne rien prouver. Il décida de changer de stratégie. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et commença à parler de leur mariage. Il mentionna qu'il sentait qu'ils étaient de plus en plus distants, qu'ils devraient peut-être parler sérieusement de l'avenir de leur relation. Véronique arrêta ce qu'elle faisait et le regarda avec une expression que Robert ne parvint pas à déchiffrer complètement. Il y avait de la surprise là, mais aussi quelque chose qui ressemblait à du calcul. Elle demanda pourquoi il abordait cela justement ce matin-là, si ce ne serait pas mieux d'avoir cette conversation à un autre moment. Robert insista, disant qu'il ne pouvait pas continuer à repousser indéfiniment. Véronique soupira et s'assit sur le bord du lit, croisant les bras sur ses genoux. La posture défensive était maintenant évidente, et Robert réalisa qu'il avait touché un point sensible. Véronique commença à parler, et sa voix perdit ce ton mélodieux d'avant. Elle dit qu'elle était fatiguée d'être traitée comme secondaire, qu'elle lui avait dédié 10 ans de sa vie et de leur mariage, et qu'il n'était pas juste d'être mise au même niveau que Julie dans le partage des biens. Elle argumenta que Julie avait passé la majeure partie de sa vie loin, vivant avec sa mère, et qu'elle était apparue soudainement, voulant revendiquer des droits qu'elle n'avait pas acquis. Robert tenta d'expliquer que Julie était sa fille, et qu'il avait des responsabilités envers elle, quelles que soient les circonstances du passé. Véronique rit, mais c'était un rire amer et dénué d'humour. Elle dit qu'il avait toujours été naïf, qu'il ne voyait pas que Julie n'était intéressée que par son argent. Robert rétorqua que ce n'était pas vrai, que sa fille voulait sincèrement reconstruire leur relation. La discussion commença à s'intensifier. Véronique se leva brusquement du lit et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à Robert. Elle dit qu'elle se sentait humiliée par la manière dont il avait modifié le testament sans même la consulter. Elle argumenta qu'en tant qu'épouse, elle devrait avoir la priorité sur tout et tout le monde. Robert tenta de rester calme, expliquant qu'il avait pris cette décision précisément pour être juste envers les deux, qu'il ne retirait rien à Véronique. Mais Véronique n'était pas intéressée par des arguments rationnels. Elle se tourna de nouveau vers lui, et cette fois son expression était différente. Il y avait de la dureté là, une détermination que Robert reconnaissait de situations antérieures où elle voulait quelque chose et n'acceptait pas d'entendre non comme réponse. Elle dit qu'elle n'accepterait pas un divorce, qu'il la laisserait avec moins que ceux qu'elle méritait, que le contrat de mariage qu'ils avaient signé était injuste et qu'elle se battrait pour ses droits. Robert suggéra qu'il pourrait peut-être renégocier les termes, trouver une solution qui les satisferait tous les deux. Véronique secoua la tête, disant qu'elle ne voulait pas de miettes, qu'elle voulait tout. Elle énuméra les biens qu'elle considérait siens de droit. L'hôtel particulier, les entreprises, les comptes bancaires, les investissements. Robert sentit un frisson parcourir son échine en entendant cette liste. C'était comme si elle planifiait déjà un avenir sans lui. Alors Véronique dit quelque chose qui glaça le sang de Robert dans ses veines. Le regardant droit dans les yeux avec une expression mêlant défi et menace voilée, elle commenta que la vie était fragile et imprévisible. Elle dit que des accidents arrivaient tous les jours, surtout sur des routes dangereuses comme celle qu'il prendrait pour aller à Lyon. Elle mentionna que ce serait terrible si quelque chose lui arrivait justement maintenant, alors qu'il avait tant d'affaires en suspens. Les mots étaient soigneusement choisis pour ne pas constituer un aveu direct, mais l'intention derrière eux était limpide. Robert sentit la nausée. C'était la confirmation de tout ce que Madame Colette avait raconté.
Véronique n'avait pas seulement saboté la voiture, elle était suffisamment confiante pour insinuer ses intentions, croyant qu'il n'avait aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Robert se leva du fauteuil, luttant pour garder son sang-froid. Il dit qu'il devait partir, qu'il ne pouvait pas être en retard pour la réunion. Véronique sourit de nouveau, de cette manière qui semblait maintenant complètement sinistre. Elle s'approcha de lui et lissa le revers de son costume, dans un geste qui en d'autres temps aurait pu sembler affectueux, mais qui sonnait maintenant comme de la moquerie. Elle lui souhaita de conduire prudemment et de revenir sain et sauf. Robert sortit de la chambre, les jambes tremblantes. Il descendit les escaliers en se tenant à la rampe, ayant besoin du soutien physique pour ne pas tituber. Il arriva au rez-de-chaussée et se dirigea directement vers son bureau, fermant et verrouillant la porte. Il s'assit derrière le bureau et appuya son visage dans ses mains, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. La confirmation que Véronique avait réellement tenté quelque chose contre lui était dévastatrice. Robert pensa à toutes les années qu'ils avaient passées ensemble, aux voyages qu'ils avaient faits, aux moments qu'ils avaient partagés. Avait-elle toujours été ainsi, calculatrice et capable d'une telle froideur? Ou s'était-elle transformée progressivement, rongée par l'avidité et le ressentiment? Il n'avait pas de réponse, seulement la certitude qu'il ne pouvait plus faire semblant que tout était normal. Il prit son téléphone portable et appela Maurice Dubois, son avocat de confiance depuis plus de 20 ans. Maurice répondit dès la première sonnerie, le saluant joyeusement et lui demandant si tout était prêt pour la réunion de ce matin. Robert l'interrompit, disant qu'il avait besoin qu'il vienne immédiatement à l'hôtel particulier. Quelque chose de grave s'était passé, quelque chose qui ne pouvait être discuté par téléphone. Le ton urgent dans la voix de Robert fit comprendre à Maurice que c'était sérieux. L'avocat dit qu'il annulerait ses engagements du matin et serait là dans 40 minutes. Robert le remercia et raccrocha. Ensuite, il fit un autre appel, cette fois à la compagnie de taxi exécutif qu'il utilisait habituellement, annulant la voiture qu'il avait demandée pour le conduire à Lyon. Il expliqua qu'il avait eu un imprévu et qu'il reporterait la réunion. En attendant l'arrivée de Maurice, Robert pensa à Madame Colette, cette femme simple qui gagnait un salaire modeste et vivait dans une maison louée dans une banlieue proche, avait risqué sa position et sa sécurité pour le sauver. Elle n'avait aucune obligation de s'impliquer, elle aurait pu simplement ignorer ce qu'elle avait vu et continuer sa vie. Mais elle avait choisi de faire ce qui était juste, guidée par des principes que beaucoup de gens, avec beaucoup plus de ressources et d'éducation, ne possédaient pas. Robert décida à ce moment-là que, quoi qu'il arrive par la suite, il s'assurerait que Madame Colette soit récompensée pour son courage et son intégrité. Elle méritait bien plus qu'un simple remerciement. Elle méritait la sécurité, le confort et la tranquillité de savoir qu'elle avait fait une différence dans la vie de quelqu'un. Les minutes s'étiraient, pendant que Robert attendait. Il se leva et alla à la fenêtre du bureau, observant le jardin impeccablement entretenu. Les jardiniers travaillaient sur les plantes, indifférents au drame qui se déroulait à l'intérieur de la maison. La vie suivait son cours normal à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur de ses murs, tout s'effondrait. Maurice Dubois arriva à l'hôtel particulier exactement 43 minutes après l'appel. Robert le reçut personnellement à la porte, congédiant le majordome qui remplissait normalement cette fonction. L'avocat était un homme de 58 ans, aux cheveux gris bien coupés, des lunettes à monture discrète et un costume gris impeccable. Son expression, habituellement tranquille, montrait maintenant des signes d'inquiétude, en remarquant l'état visiblement ébranlé de Robert. Ils se dirigèrent vers le bureau et Robert verrouilla de nouveau la porte. Maurice s'assit dans l'un des fauteuils en cuir, tandis que Robert restait debout, marchant de long en large. L'avocat attendit patiemment, connaissant suffisamment bien son client pour savoir qu'il parlerait quand il serait prêt. Robert s'arrêta finalement devant la fenêtre, le dos tourné à Maurice et commença à tout raconter. Il relata l'avertissement désespéré de Madame Colette, son témoignage sur ce qu'elle avait vu dans le garage au petit matin, la vérification qu'il avait lui-même faite sur la voiture et les câbles coupés qu'il avait trouvés. Maurice écoutait en silence, son visage devenant progressivement plus sérieux à chaque détail révélé. Quand Robert mentionna la conversation qu'il avait eue avec Véronique quelques instants auparavant, en particulier les insinuations voilées sur les accidents et la fragilité de la vie, l'avocat se pencha en avant dans le fauteuil.
Robert se retourna finalement pour le regarder. Il montra les photos et vidéos qu'il avait enregistrées dans le garage, agrandissant les images sur l'ordinateur afin que Maurice puisse voir clairement les coupures sur les câbles. L'avocat examina tout avec une attention professionnelle, posant des questions spécifiques sur les horaires, les détails du témoignage de Madame Colette et la séquence exacte des événements. Son esprit juridique était déjà au travail, analysant les angles et les possibilités. Maurice s'adossa dans le fauteuil et retira ses lunettes, nettoyant les verres tout en réfléchissant. Il dit à Robert que la situation était extrêmement grave, que ce que Véronique avait tenté de faire n'avait pas d'autre définition qu'une tentative délibérée de lui causer de graves préjudices. Cependant, il avertit que le prouver légalement serait difficile. Un bon avocat de la défense pourrait argumenter que Madame Colette avait inventé l'histoire pour une motivation personnelle ou qu'une autre personne avait eu accès au garage. Robert sentit la frustration grandir en lui. Il demanda si les photos des câbles coupés n'étaient pas une preuve suffisante. Maurice expliqua patiemment que les photos prouvaient qu'il y avait eu sabotage, mais n'identifiaient pas nécessairement l'auteur. Sans témoins supplémentaires ou preuves physiques reliant directement Véronique à l'acte, ce serait une bataille juridique compliquée. Il suggéra qu'il devait impliquer les autorités, mais de manière stratégique. L'avocat connaissait un commissaire de confiance, quelqu'un d'expérimenté et de discret qui pourrait mener une enquête appropriée. Maurice prit son téléphone portable et passa un appel, expliquant brièvement qu'il avait une situation délicate qui nécessitait l'attention immédiate de quelqu'un de sa confiance. Après une brève conversation, il raccrocha et informa Robert que le commissaire Henri Leclerc serait là en moins d'une heure. Pendant qu'ils attendaient, Maurice conseilla Robert sur la manière de procéder. Il était crucial qu'il ne confronte pas directement Véronique sur les soupçons ou ne laisse transparaître qu'il était au courant du sabotage. Ils avaient besoin de temps pour recueillir des preuves plus solides. Robert accepta, bien que l'idée de devoir faire semblant de normalité devant cette femme le révoltait profondément. Maurice suggéra également qu'ils parlent à Madame Colette avant l'arrivée du commissaire, afin qu'elle puisse tout raconter à nouveau en détail. Robert accepta et envoya un message à la gouvernante lui demandant de venir discrètement à la maison principale. Elle arriva quelques minutes plus tard, visiblement nerveuse d'être appelée au bureau où normalement seuls les sujets importants étaient traités. Robert la rassura immédiatement, lui présentant Maurice et lui expliquant qu'elle n'était pas en difficulté, au contraire. Ils avaient besoin qu'elle répète exactement ce qu'elle avait vu la nuit précédente, avec tous les détails dont elle pouvait se souvenir. Madame Colette s'assit sur le bord de la chaise, les mains entrelacées sur ses genoux, et commença de nouveau son récit. Cette fois, Maurice posa des questions spécifiques, établissant une chronologie précise des événements. À quelle heure exactement était-elle sortie de chez elle? À quelle heure était-elle revenue? Par quelle entrée? Où était la lune cette nuit-là? Y avait-il assez de lumière pour voir clairement? Madame Colette répondit à tout avec le calme de quelqu'un qui dit la vérité, sans contradiction ni hésitation qui pourrait indiquer une fabrication. Elle décrivit la position exacte de Véronique dans le garage, les outils qu'elle avait vus dans la boîte, les mouvements que sa patronne faisait en travaillant sous le capot de la voiture. Elle répéta les mots qu'elle avait entendu Véronique murmurer sur le fait de mériter de tout garder, sur la route dangereuse, sur le fait de finalement obtenir ce qu'elle voulait. Le témoignage était cohérent et détaillé, chargé d'une authenticité qui ne pouvait être feinte. Maurice remercia Madame Colette pour son courage et son intégrité. Il expliqua qu'un commissaire viendrait lui parler bientôt et qu'elle devrait raconter exactement la même histoire, sans rien omettre ni ajouter. La gouvernante hocha la tête, disant qu'elle était prête à faire le nécessaire. Robert lui tint la main un instant, ses yeux transmettant une gratitude que les mots ne pourraient exprimer adéquatement. Le commissaire Henri Leclerc arriva ponctuellement. C'était un homme d'apparence sérieuse, la cinquantaine bien entamée, visible dans les rides d'expression et les cheveux blancs qui commençaient à dominer sa chevelure. Il portait des vêtements civils, discrets et une mallette en cuir usée par l'usage. Maurice le salua avec familiarité, et il fut clair que les deux avaient travaillé ensemble sur d'autres affaires au fil des ans. Robert répéta tout le récit une troisième fois, maintenant pour le commissaire. Henri écoutait avec une attention professionnelle, prenant des notes occasionnelles dans un petit carnet. Quand Robert eut terminé,
Le commissaire demanda à voir les preuves photographiques et à parler personnellement à Madame Colette. Elle fut rappelée et raconta tout une fois de plus, maintenant la même cohérence impressionnante dans chaque détail. Henri l'écouta sans interruption, puis posa quelques questions supplémentaires pour éclaircir des points spécifiques. Quand il eut terminé, il s'adossa à sa chaise et soupira lourdement. Il dit que la situation était grave et qu'il y avait suffisamment d'éléments pour justifier une enquête formelle. Cependant, il avertit qu'il devait procéder avec une extrême prudence. Le commissaire expliqua que les affaires impliquant des personnes ayant des ressources financières importantes avaient tendance à se compliquer rapidement. Des avocats coûteux pourraient créer des récits alternatifs, remettre en question la crédibilité des témoins et transformer le processus en une bataille prolongée et épuisante. Ils avaient besoin de preuves irréfutables qui ne laisseraient aucune place à des interprétations alternatives. Henri suggéra de faire une fouille de la maison, spécifiquement dans la chambre et les affaires de Véronique, à la recherche des outils qu'elle avait utilisés ou de toute autre preuve physique qui la lierait au sabotage. Il pourrait obtenir un mandat basé sur le témoignage de Madame Colette et les photos des câbles coupés, mais cela prendrait quelques heures et alerterait Véronique qu'elle était sous enquête. Robert eut une idée. Véronique avait mentionné qu'elle passerait la journée dehors, d'abord au salon puis au club avec des amis. Cela leur donnerait quelques heures pour faire une fouille discrète sans l'alerter. Henri considéra la suggestion mais hésita, expliquant qu'une fouille sans mandat pourrait compromettre légalement toute preuve trouvée. Maurice intervint, suggérant que Robert, en tant que propriétaire de la maison, pourrait techniquement autoriser l'accès à n'importe quelle pièce. C'était une zone grise juridiquement, mais Henri convint que cela valait la peine d'essayer, surtout s'il trouvait quelque chose qu'il pourrait utiliser pour obtenir un mandat formel par la suite. Ils décidèrent d'attendre que Véronique quitte la maison. Robert envoya un message au chauffeur privé qu'elle utilisait habituellement, lui demandant de l'informer quand il la déposerait. La réponse arriva 15 minutes plus tard. Véronique venait de monter dans la voiture et avait donné des instructions pour se rendre au salon de beauté dans le Marais. Elle avait mentionné qu'elle resterait dehors toute la journée. C'était le moment qu'ils attendaient. Henri, Maurice et Robert montèrent à la chambre de Véronique, emmenant Madame Colette avec eux, afin qu'elle puisse identifier tout objet qu'elle reconnaîtrait de la nuit précédente. La chambre était impeccable, comme toujours. Le lit était fait avec une perfection militaire, il n'y avait pas de vêtements jetés, aucun signe de désordre. Véronique était méticuleuse. Dans son organisation personnelle, un trait de personnalité que Robert avait toujours admiré, mais qu'il réalisait maintenant pouvoir se retourner contre elle. Les personnes organisées ont tendance à ranger les choses de manière systématique, ce qui faciliterait la recherche. Ils commencèrent par l'énorme dressing qui occupait tout un mur de la chambre. Des étagères parfaitement organisées présentaient des chaussures alignées par couleur et style, des sacs disposés par ordre de taille, des vêtements suspendus avec un espacement uniforme. Henri examina tout méthodiquement, cherchant tout ce qui semblait déplacé ou caché. Rien de pertinent ne fut trouvé dans les zones les plus visibles. C'est Robert qui remarqua une subtile incohérence. Au fond du dressing, il y avait une rangée de boîtes à chaussures empilées. La plupart étaient parfaitement alignées, mais l'une d'entre elles, sur la deuxième étagère en partant du bas, était légèrement décalée. C'était un détail si petit que n'importe qui aurait pu l'ignorer. Mais Robert connaissait bien le perfectionnisme obsessionnel de Véronique. Elle ne laisserait jamais quelque chose désaligné par négligence. Henri prit la boîte avec précaution, utilisant un mouchoir pour ne pas laisser d'empreintes digitales supplémentaires. Il l'ouvrit et trouva, au lieu de chaussures, une paire de gants, en caoutchouc industriel. Même de loin, il était possible de voir les taches sombres qui les salissaient. Madame Colette s'approcha et confirma immédiatement que c'étaient les gants qu'elle avait vu Véronique utiliser la nuit précédente. Les taches étaient de la graisse automobile, encore suffisamment fraîche pour tacher les doigts au toucher. Maurice et Robert échangèrent des regards significatifs. Voici une preuve physique concrète, reliant directement Véronique au sabotage. Henri photographia les gants in situ avant de les retirer de la boîte, les plaçant soigneusement dans un sac plastique transparent qu'il avait apporté avec lui. Il commenta que cela, combiné aux témoignages de Madame Colette et aux photos des câbles coupés, commençait à former un dossier solide, mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Henri suggéra de vérifier l'historique numérique de Véronique, en particulier son ordinateur personnel et son téléphone.
Robert savait qu'elle gardait un ordinateur portable dans sa chambre, qu'elle utilisait principalement pour faire des achats en ligne et rester en contact avec ses amis via les réseaux sociaux. L'ordinateur était posé sur un délicat bureau près de la fenêtre, fermé mais non verrouillé. Robert hésita un instant. Envahir l'ordinateur de Véronique semblait une violation significative de la vie privée, même en considérant tout ce qu'elle avait fait. Mais Maurice lui rappela qu'ils essayaient de l'empêcher d'échapper à quelque chose de très grave qu'elle avait tenté de faire. Parfois, il était nécessaire de prendre des mesures inconfortables pour s'assurer que la vérité éclate. L'ordinateur portable n'était pas protégé par un mot de passe, une autre démonstration de la confiance excessive de Véronique qu'elle ne serait jamais découverte. Henri ouvrit l'historique de navigation, utilisant de nouveau un mouchoir pour éviter de laisser des empreintes digitales. Ce qu'ils y trouvèrent était encore plus incriminant que les gants. Au cours des 3 derniers mois, il y avait eu des dizaines de recherches liées à la mécanique automobile. Véronique avait spécifiquement recherché des informations sur les systèmes de freinage, leur fonctionnement, leurs composants critiques. Elle avait visité des forums où les gens discutaient des problèmes mécaniques et de leurs causes. Plus préoccupante encore, il y avait des recherches sur les accidents sur les routes de montagne, des statistiques sur les défaillances de freins et même un tutoriel vidéo sur la façon d'identifier les points vulnérables dans les systèmes automobiles. Henri notait chaque URL pertinente, prenant des captures d'écran comme preuve. Maurice observait par-dessus son épaule, secouant la tête, incrédule. C'était comme si Véronique avait laissé un journal numérique de ses intentions, une trace complète de préméditation. Robert ressentait un mélange contradictoire de soulagement d'avoir des preuves si claires et d'horreur, de réaliser à quel point la tentative de sa femme contre lui avait été calculée. Il y avait aussi des recherches sur les héritages et les testaments, sur les droits des conjoints en cas d'événements inattendus, sur les assurances-vie et les procédures légales post-événements tragiques. C'était une collection macabre d'informations qui dressait un tableau sans équivoque de ce que Véronique avait planifié. Elle ne voulait pas seulement nuire à Robert, elle avait méticuleusement étudié les conséquences et les avantages qu'elle en tirerait. Le commissaire Henri referma l'ordinateur portable et se tourna vers Robert et Maurice. Il dit qu'ils avaient plus qu'assez de matériel pour procéder. Les gants avec de la graisse, le témoignage oculaire de Madame Colette, les photos des câbles coupés et maintenant l'historique Internet formaient un dossier solide. Il allait immédiatement demander un mandat de perquisition et de saisie formelle ainsi qu'un ordre d'interrogatoire. Maurice acquiesça, mais suggéra qu'il soit encore plus stratégique. Véronique reviendrait probablement à la maison en fin d'après-midi, s'attendant à entendre des nouvelles d'un accident sur la route. Sa réaction en découvrant que Robert allait bien et était à la maison pourrait être révélatrice. Henri considéra l'idée et proposa de monter une opération de surveillance discrète, avec des officiers en civil déjà positionnés à son arrivée. Robert accepta le plan, bien que l'idée de devoir passer encore quelques heures à faire semblant de normalité le rendit nauséeux. Ils redescendirent au bureau, où Henri passa plusieurs appels pour organiser l'opération. Maurice profita du temps pour rédiger une déclaration formelle de Robert sur les événements qui seraient utilisés dans la procédure judiciaire qui s'ensuivrait inévitablement. Madame Colette fut autorisée à retourner à la dépendance avec l'instruction de rester disponible lorsque la police aurait besoin de son témoignage formel. Robert l'accompagna jusqu'à la porte, la remerciant de nouveau. La gouvernante lui serra simplement la main et dit qu'elle espérait que tout se résoudrait le mieux possible. Il y avait des larmes dans ses yeux, non de peur, mais de soulagement d'avoir fait ce qui était juste. Les heures suivantes s'étirèrent avec une lenteur angoissante. Robert tenta de travailler, de répondre à des emails, de passer des appels concernant la réunion qu'il avait reportée. Mais son esprit revenait constamment à ce qui allait arriver. Maurice resta avec lui, offrant un soutien moral et juridique au besoin. Henri sortit pour organiser son équipe, mais garda un contact constant par téléphone. Vers 4 heures de l'après-midi, le chauffeur de Véronique envoya un message l'informant qu'il la ramenait. Elle avait passé la journée comme prévu, d'abord au salon, puis en déjeunant au club. Apparemment, elle était de bonne humeur, parlant avec animation d'un voyage qu'elle comptait faire. Le chauffeur estimait une arrivée dans environ 25 minutes, en fonction du trafic.
Henri retourna à l'hôtel particulier avec 3 officiers en civil. Ils se positionnèrent discrètement dans le salon où ils ne seraient pas immédiatement visibles de l'entrée principale. Robert fut instruit de recevoir Véronique normalement, comme s'il était simplement rentré plus tôt que prévu. Maurice resterait au bureau hors de vue, prêt à intervenir si nécessaire. Robert s'assit dans le salon, essayant de paraître détendu, tandis que son cœur battait à tout rompre. Il entendait chaque son venant de la rue, anticipant l'arrivée de la voiture. Henri était assis dans un fauteuil latéral, feuilletant un magazine avec désinvolture, mais ses yeux alertes ne manquaient aucun détail. Les autres officiers restaient dans des positions qui leur permettaient de visualiser l'entrée principale. Le son du moteur d'une voiture arrivant filtra à travers les fenêtres. Robert sentit sa respiration s'accélérer. Des pas s'approchèrent de la porte, suivis du son de la clé tournant dans la serrure. La porte s'ouvrit et Véronique entra, portant plusieurs sacs d'achat des boutiques chères du centre commercial. Elle était radieuse, ses cheveux fraîchement coiffés, brillant sous la lumière du lustre de l'entrée. Son sourire disparut à l'instant où elle vit Robert assis dans le salon. Pendant une fraction de seconde, son expression révéla un choc pur et de l'incrédulité. Elle ne s'attendait clairement pas à le voir là, encore moins sain et sauf. Le masque de tranquillité qu'elle avait maintenu toute la journée se fissura visiblement. Elle laissa tomber les sacs au sol, le son résonnant dans le silence tendu qui s'était installé. Robert observa chaque micro-expression traverser le visage de Véronique. Choc, confusion, peur, et puis, alors qu'elle tentait de reprendre son calme, une tentative désespérée de normalité. Elle demanda ce qu'il faisait à la maison si tôt, pourquoi il n'était pas allé à la réunion à Lyon. Sa voix tentait de paraître désinvolte, mais elle sortait légèrement aiguë, trahissant sa nervosité. C'est à ce moment qu'Henri se leva du fauteuil, montrant son identification. Les autres officiers se révélèrent également, se positionnant stratégiquement autour du salon. Véronique pâlit instantanément, ses yeux écarquillés allant d'un policier à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle regarda Robert avec une expression mêlant accusation et panique croissante. Le commissaire Henri se présenta formellement et expliqua qu'ils étaient là pour l'interroger sur un incident grave impliquant le sabotage d'un véhicule. Véronique tenta de rire, un son forcé et artificiel disant qu'il devait y avoir une erreur. Elle regarda Robert cherchant du soutien, mais il ne fit que la fixer avec une expression dure qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Henri lui demanda de s'asseoir. Véronique obéit mécaniquement, s'enfonçant dans le canapé, ses jambes apparemment trop faibles pour la soutenir. Le commissaire commença alors à énumérer les preuves, le témoignage de Madame Colette sur ce qu'elle avait vu au petit matin, les gants avec de la graisse trouvés cachés dans son dressing, l'historique des recherches sur son ordinateur concernant les systèmes de freinage et le sabotage automobile. À chaque élément mentionné, Véronique devenait plus pâle. Elle tenta d'interrompre plusieurs fois, mais Henri continua implacablement. Quand il montra les photos des câbles coupés de la voiture de Robert, agrandis sur sa tablette pour que les coupures précises soient clairement visibles, Véronique commença à trembler. Ses mains agrippèrent le tissu du canapé, les phalanges blanches sous la pression. Elle tenta de nier, disant que tout cela était un malentendu absurde. Les gants n'étaient pas les siens, quelqu'un devait les avoir mis là pour l'incriminer. L'historique de l'ordinateur aurait pu être consulté par n'importe qui, la maison avait plusieurs employés. Sa voix devenait progressivement plus désespérée, les dénégations sonnant de moins en moins convaincantes. Henri la laissa parler, l'observant avec l'expérience de celui qui avait déjà interrogé des centaines de personnes. Quand elle s'arrêta finalement pour respirer, il souligna calmement les incohérences dans ses allégations. Il demanda pourquoi quelqu'un voudrait l'incriminer spécifiquement, quel employé aurait accès à sa chambre privée et à son ordinateur personnel. Véronique n'eut pas de réponse satisfaisante. Elle regarda simplement autour de la pièce, comme un animal acculé. C'est alors que Robert parla finalement. Sa voix sortit basse mais ferme, chargée d'une profonde tristesse mêlée d'une colère contenue. Il demanda à Véronique comment elle avait réussi à dormir la nuit précédente, sachant ce qu'elle avait fait. Il demanda comment elle avait pu se réveiller ce matin-là, se préparer si calmement et lui souhaiter de conduire prudemment, sachant qu'elle l'envoyait vers un possible accident mortel. Véronique tenta de répondre, mais aucun mot ne sortit.
Des larmes commencèrent à couler sur son visage, détruisant le maquillage soigneusement appliqué. Elle ouvrit la bouche plusieurs fois, mais chaque tentative de former une phrase mourut avant de commencer. Le poids de la situation semblait enfin briser ses défenses. Henri profita du moment de vulnérabilité. Il expliqua à Véronique que les preuves contre elle étaient accablantes, qu'elle serait formellement accusée de tentative préméditée de causer de graves dommages. Il dit qu'il serait préférable pour elle de coopérer maintenant, que toute chance de clémence dépendait de son honnêteté. Véronique le regarda avec des yeux désespérés, puis reporta son regard sur Robert. Pendant un instant, il sembla qu'elle allait avouer. Sa bouche s'ouvrit, des mots commencèrent à se former. Mais alors quelque chose changea dans son expression. Une dureté revint dans ses yeux, une détermination née du désespoir. Elle essuya brusquement ses larmes et déclara qu'elle ne dirait plus rien sans la présence d'un avocat. Henri acquiesça, s'attendant exactement à cette réponse. Il fit signe à l'un des officiers qui s'approcha avec des menottes. Véronique regarda les menottes avec horreur, la réalité de ce qui se passait pénétrant enfin complètement. Elle serait emmenée pour un interrogatoire formel, où elle aurait droit à une représentation légale, mais les preuves étaient déjà consolidées. Quand les menottes claquèrent à ses poignets, Véronique laissa échapper un sanglot. Elle regarda Robert une dernière fois, et un instant il vit non pas la femme calculatrice qui avait tenté de lui nuire, mais la personne qu'il avait connue des années auparavant, vulnérable et effrayée. Mais le moment passa rapidement. Les officiers la conduisirent vers la porte, lisant ses droits en marchant. Robert resta assis tandis qu'il entendait la porte d'entrée se refermer. Le son résonna dans la maison vide, semblant définitif et irréversible. Maurice sortit du bureau où il était resté pendant toute la scène et s'assit à côté de Robert. Aucun des deux ne dit rien pendant plusieurs minutes, absorbant simplement ce qui venait de se passer. Finalement, Maurice rompit le silence. Il dit que le processus juridique serait long et probablement compliqué, mais qu'avec les preuves qu'ils avaient, la condamnation était pratiquement certaine. Véronique ferait face à de graves conséquences pour ses actions. Robert acquiesça simplement, se sentant étrangement vide. Il avait imaginé qu'il ressentirait de la satisfaction ou du soulagement à ce moment, mais tout ce qu'il ressentait était une profonde tristesse. Maurice resta à l'hôtel particulier encore quelques heures, aidant Robert à gérer les prochaines étapes pratiques. Il y aurait des dépositions à faire, des papiers à signer, des procédures légales à suivre. Il promit de s'occuper de tout, s'assurant que Robert n'ait pas à gérer plus de stress que nécessaire. Quand il partit finalement, il faisait déjà nuit dehors. Robert resta seul dans le grand hôtel particulier. Il traversa les pièces, observant tout avec des yeux neufs. Cette maison qu'il avait construite avec tant de fierté, qui aurait dû être un foyer rempli d'amour et de bonheur, était devenue le théâtre de quelque chose de sombre et de destructeur. Chaque objet semblait chargé de souvenirs qui étaient maintenant entachés par la découverte de ce que Véronique avait tenté de faire. Il monta à sa chambre, restant immobile sur le seuil de la porte. L'endroit sentait encore son parfum. Les choses étaient toujours organisées exactement comme elle les avait laissées le matin. C'était surréaliste de penser qu'à peine quelques heures auparavant, elle était là à se préparer, espérant que son plan réussirait. Robert ferma la porte et décida qu'il ferait ramasser toutes ses affaires le lendemain. Il redescendit et se rendit à la dépendance où vivait Madame Colette. Il frappa à la porte et elle ouvrit rapidement, les yeux encore rouges d'avoir tant pleuré. Elle avait regardé par la fenêtre quand la police avait emmené Véronique, et la réalité de la situation l'avait profondément ébranlée. Même en sachant qu'elle avait fait ce qui était juste, il était difficile de ne pas se sentir responsable du destin d'une autre personne. Robert entra et s'assit à la simple table de sa cuisine. Madame Colette servit du café, ses mains tremblant légèrement en tenant la tasse. Ils restèrent silencieux un instant, chacun gérant ses propres pensées et émotions. Finalement, Robert lui prit la main sur la table et dit qu'elle lui avait littéralement sauvé la vie. Madame Colette recommença à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas croire que Madame Véronique soit capable de quelque chose comme ça. Elle avait travaillé pour la famille si longtemps, avait vu le mariage dans ses meilleurs jours, et c'était douloureux de voir comment tout s'était détérioré. Robert acquiesça, partageant sa propre difficulté à comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Il dit à Madame Colette qu'il voulait la récompenser adéquatement pour son courage.
Elle tenta de refuser, disant qu'elle n'avait fait que ce que sa conscience lui dictait, mais Robert insista. Il expliqua qu'il organiserait une somme significative qui lui permettrait d'acheter sa propre maison et de vivre avec plus de confort et de sécurité. Elle méritait cela et bien plus encore. Madame Colette protesta que c'était trop, qu'elle n'attendait aucune récompense. Mais Robert fut ferme, disant que ce n'était pas négociable. Elle avait fait preuve d'un caractère et d'une intégrité rares dans le monde, surtout considérant qu'elle n'avait aucune obligation de s'impliquer. Beaucoup de gens à sa place auraient simplement regardé de l'autre côté, par peur des conséquences ou par simple indifférence. La gouvernante accepta finalement, des larmes de gratitude coulant sur son visage. Elle dit qu'elle utiliserait l'argent avec sagesse, qu'elle pourrait enfin offrir une meilleure vie à ses petits-enfants qui venaient occasionnellement. Robert sentit une pointe de chaleur dans la poitrine, la première émotion véritablement positive qu'il éprouvait depuis le matin. Au moins, quelque chose de bon sortirait de toute cette terrible situation. Ils parlèrent encore un peu, partageant des souvenirs des années où Madame Colette avait travaillé pour la famille. Elle raconta des histoires amusantes de l'époque où Robert et Véronique semblaient encore heureux, des fêtes qu'ils avaient organisées, des moments qui semblaient authentiques. C'était étrange et mélancolique de revisiter ces temps maintenant, sachant comment tout avait fini. Quand Robert rentra finalement à l'hôtel particulier, il faisait déjà nuit. Il monta à sa chambre, mais savait qu'il ne pourrait pas dormir. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant le jardin éclairé par la lune. Il pensa à Julie, sa fille, et décida qu'il l'appellerait le matin. Elle méritait de savoir ce qui s'était passé, bien qu'il ne sût pas encore comment tout expliquer. Il pensa aussi à son mariage avec Véronique, essayant d'identifier le moment exact où tout avait commencé à déraper. Était-ce quand il avait mentionné pour la première fois qu'il voulait inclure Julie dans le testament? Ou les problèmes étaient-ils plus anciens, simplement cachés sous une couche de courtoisie sociale et de routine conjugale? Robert n'était pas sûr, et peut-être ne le saurait-il jamais. Ce qu'il savait avec certitude, c'est qu'il avait complètement sous-estimé le pouvoir de l'avidité et du ressentiment. Il avait cru que, malgré tous les problèmes, il y avait encore du respect et un certain affect résiduel entre lui et Véronique. La découverte qu'elle était prête à aller si loin pour obtenir ce qu'elle voulait était une révélation dévastatrice sur le caractère humain et sur sa propre capacité de jugement. Les jours suivants furent un flou d'activités légales. Robert fit sa déposition formelle, répondit à d'innombrables questions, signa des documents. Maurice était toujours présent, le guidant à travers le processus avec une patience professionnelle. Madame Colette prêta également son témoignage, restant ferme et cohérente dans chaque détail de son récit. Véronique engagea l'un des avocats pénalistes les plus chers et les plus connus de Paris. Comme prévu, il tenta de créer des récits alternatifs, remit en question la crédibilité de Madame Colette, suggéra que les preuves auraient pu être fabriquées, mais la quantité et la qualité des preuves étaient tout simplement accablantes. Les gants avec de la graisse, l'historique Internet, le témoignage oculaire, les photos des câbles coupés, tout formait un dossier hermétique. Au cours des semaines qui suivirent, Robert en apprit davantage sur les plans de Véronique, grâce au développement de l'enquête. Elle avait discrètement consulté plusieurs avocats sur les droits de succession en cas d'accident mortel. Elle avait même sournoisement augmenté le montant de son assurance vie quelques mois auparavant, une police dont elle serait la seule bénéficiaire. Chaque nouvelle révélation était comme un nouveau coup de poignard, confirmant à quel point elle avait méticuleusement tout planifié. L'affaire attira l'attention des médias, bien que Maurice travaillât diligemment pour maintenir les détails les plus sensibles hors des tabloïds. Néanmoins, il était impossible d'éviter complètement l'exposition. Robert se retrouva à devoir faire face aux regards curieux de connaissances, aux questions voilées lors d'événements sociaux, à l'inconfort général d'être au centre d'un scandale. Julie vint lui rendre visite dès qu'elle fut au courant de tout. Elle fut horrifiée de découvrir que Véronique, qui l'avait toujours traitée avec froideur mais jamais avec une hostilité ouverte, avait été capable de quelque chose d'aussi extrême. Père et fille passèrent beaucoup de temps à discuter, reconstruisant des ponts qui avaient été endommagés par les années de distance. Robert réalisa tout ce qu'il avait perdu en n'ayant pas été plus présent dans sa vie pendant toutes ces années. Le procès eut finalement lieu 6 mois après les événements. La salle d'audience était remplie de journalistes,
de curieux et de connaissance des deux parties. Robert s'assit à côté de Maurice, avec Julie d'un côté et Madame Colette de l'autre. Véronique entra escortée, portant un tailleur discret et les cheveux attachés en un simple chignon, très différente de l'apparence glamour qu'elle avait l'habitude d'avoir. Le procès dura 3 jours. L'accusation présenta toutes les preuves méticuleusement. Les photos, les vidéos, le témoignage de Madame Colette, les rapports d'expertise sur les câbles coupés, l'analyse forensique des gants, l'historique complet de navigation de l'ordinateur. Chaque pièce du puzzle fut présentée de manière claire et irréfutable. La défense fit de son mieux, tentant de créer un doute raisonnable, remettant en question les interprétations et les motifs. Mais c'était comme essayer de retenir de l'eau avec les mains. Les preuves s'échappaient à travers chaque argument, inondant toute tentative de construire un récit alternatif convaincant. L'avocat de Véronique était bon, mais il n'y avait pas de magie rhétorique qui puisse surmonter des faits aussi solides. Madame Colette monta à la barre des témoins et raconta son histoire une fois de plus. Sa sincérité était palpable, chaque mot chargé d'une vérité évidente. Lorsque l'avocat de la défense tenta de suggérer qu'elle aurait pu tout inventer pour une raison personnelle, elle le regarda avec dignité et demanda quel motif elle aurait pu avoir pour inventer quelque chose d'aussi grave. Elle avait tout à perdre et rien à gagner avec un mensonge de cette ampleur. Robert témoigna également, décrivant sa relation avec Véronique, les tensions récentes, la conversation qu'ils avaient eue le matin de ce jour fatidique. Il fut douloureux de revivre tout cela publiquement, d'exposer les détails intimes d'un mariage raté devant une salle remplie d'étrangers. Mais il savait que c'était nécessaire, que la vérité devait être établie complètement et sans équivoque. Véronique choisit de ne pas témoigner pour sa propre défense, un droit que son avocat lui recommanda sagement d'exercer. Tout ce qu'elle dirait à la barre des témoins ne pourrait qu'aggraver sa situation. Elle resta assise pendant tout le procès, avec une expression soigneusement neutre qui ne se brisait qu'occasionnellement lorsqu'une preuve particulièrement incriminante était présentée. Les plaidoiries finales furent présentées. Le procureur fit un résumé éloquent de la manière dont les preuves démontraient sans l'ombre d'un doute que Véronique avait prémédité et exécuté un plan élaboré pour nuire gravement à son mari, motivé par l'avidité et le ressentiment. L'avocat de la défense fit un dernier effort pour humaniser sa cliente, parlant de difficultés émotionnelles et de jugements temporairement altérés, mais ses paroles sonnèrent creuses devant le poids des preuves. Le jury se retira pour délibérer. Robert, Maurice, Julie et Madame Colette attendirent dans une salle adjacente. Les heures s'étiraient, chaque minute semblant durer une éternité. Robert ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont sa vie avait radicalement changé en seulement 6 mois. Tout ce qu'il pensait connaître de sa réalité avait été bouleversé. Finalement, après 4 heures de délibération, le jury revint. Tous retournèrent à leur place dans la salle d'audience. Le silence était assourdissant tandis que le président du jury se levait pour lire le verdict. Coupable. Le mot résonna dans la salle comme une cloche sonnant. Véronique ferma les yeux, son visage pâlissant encore plus si cela était possible. La sentence tomba 2 semaines plus tard. Le juge considéra la préméditation évidente, la froideur dans l'exécution du plan et la gravité de ce qui aurait pu arriver si Madame Colette n'était pas intervenue. Véronique fut condamnée à 16 ans de réclusion criminelle. Elle reçut la sentence sans aucune expression visible, comme si elle s'était déconnectée émotionnellement de toute la situation. Robert la regarda pendant qu'elle était emmenée. Il ne ressentit ni satisfaction ni joie de la condamnation, seulement une profonde tristesse et une fatigue qui semblait pénétrer jusqu'à ses os. Cette femme avec qui il avait partagé 10 ans de sa vie, avec qui il avait fait des plans et des rêves, était maintenant emmenée pour passer plus d'une décennie derrière les barreaux. Comment était-il possible que les choses en soient arrivées là? Dans les mois qui suivirent le procès, Robert tenta de reconstruire sa vie. Il vendit l'hôtel particulier, incapable de continuer à vivre dans un endroit avec tant de souvenirs entachés. Il acheta un appartement plus petit, mais confortable, dans un quartier plus tranquille de Paris. La voiture sabotée fut emmenée pour être expertisée et finalement détruite. Il ne pouvait même pas regarder le véhicule sans ressentir la nausée. Madame Colette utilisa l'argent que Robert lui avait donné pour acheter une petite maison confortable dans une banlieue ouvrière.
C'était un endroit avec un jardin où elle pouvait planter des fleurs, quelque chose qu'elle avait toujours rêvé de faire, mais n'en avait jamais eu l'occasion. Ses petits-enfants lui rendaient régulièrement visite, et elle avait enfin la sécurité et le confort qu'elle méritait après des années de travail acharné. Robert et Julie se rapprochèrent de beaucoup pendant cette période de reconstruction. Ils dînaient régulièrement ensemble, parlaient de tout et de rien, reconstruisant patiemment la relation qui avait été négligée pendant si longtemps. Julie l'aida à choisir des meubles pour le nouvel appartement, donna des avis sur la décoration, apporta vie et jeunesse à un espace qui aurait pu être triste et solitaire. Un après-midi, environ 1 an après le procès, Robert rendit visite à Madame Colette dans sa nouvelle maison. Elle le reçut avec une chaleureuse accolade et le guida jusqu'à la cuisine, où elle avait déjà préparé du café et un gâteau fait maison. Ils s'assirent à table, et Robert observa à quel point elle semblait différente, plus légère et détendue qu'il ne l'avait jamais vue pendant les 15 années où elle avait travaillé pour lui. Madame Colette servit le café, et ils parlèrent de banalités pendant quelques minutes. Elle raconta des choses sur ses petits-enfants, sur le jardin qu'elle cultivait, sur les amis du quartier qu'elle s'était faite. Robert partagea des nouvelles de ses affaires, des plans qu'il faisait avec Julie pour développer l'une des entreprises. C'était une conversation tranquille, sans la dynamique employeur-employé qui définissait auparavant leur relation. Finalement, la conversation dériva naturellement vers les événements qui les avaient menés là. Robert dit à Madame Colette qu'il pensait souvent à ce matin-là, à ce qui se serait passé si elle n'était pas revenue chercher son sac ou si elle avait décidé de se taire par peur. Madame Colette secoua la tête, disant qu'elle n'aurait pas pu vivre avec ce poids sur la conscience. Elle expliqua qu'elle venait d'une famille simple, mais profondément morale. Son père, qui avait travaillé toute sa vie comme menuisier, lui avait toujours dit que le caractère d'une personne était défini par ce qu'elle faisait quand personne ne regardait, quand il n'y avait ni récompense ni reconnaissance en jeu. Ces valeurs avaient été sa boussole toute sa vie, et elle n'allait pas les abandonner justement quand elles importèrent le plus. Robert sentit ses yeux s'embuer. Il dit que des gens comme elle étaient rares, qu'il vivait dans un monde où tant de gens choisissaient la commodité plutôt que le courage, le silence plutôt que la vérité. Madame Colette se contenta de sourire, disant qu'elle croyait qu'il y avait plus de bonnes personnes dans le monde qu'il n'y paraissait, seulement qu'elles n'étaient pas toujours celles qui faisaient le plus de bruit ou attiraient le plus l'attention. Quand Robert prit finalement congé et quitta sa maison, conduisant dans les rues animées de Paris pour retourner à son appartement, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une sorte de paix. Sa vie avait été bouleversée, il avait découvert la trahison de la pire espèce imaginable, mais il avait aussi été témoin de la bonté et de l'intégrité dans leur forme la plus pure. Cette nuit-là, assis sur le balcon de son appartement, regardant les lumières de la ville, Robert réfléchit à tout ce qu'il avait appris. Il apprit que l'argent et le statut ne garantissaient pas le caractère, que parfois les personnes les plus humbles possédaient la plus grande richesse morale. Il apprit qu'il était nécessaire de prêter attention aux signes, que les problèmes ignorés ne disparaissaient pas mais fermentaient et se transformaient en quelque chose de bien pire. Plus important encore, il apprit la gratitude. Non pas la gratitude superficielle, que l'on exprime avec désinvolture, mais la gratitude profonde et transformatrice qui vient de reconnaître que sa vie a été littéralement sauvée par le courage d'une autre personne. Madame Colette n'avait pas d'aile, n'était pas un ange céleste des histoires, mais elle avait quelque chose de bien plus puissant, un cœur honnête et le courage de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile et effrayant. Robert décida qu'il dédierait le reste de sa vie à être digne de ce cadeau qu'il avait reçu. Il travaillerait pour être un meilleur père pour Julie, un homme d'affaires plus conscient et éthique, une personne qui prêtait attention non seulement au bilan financier, mais aux valeurs humaines. Il créa une fondation pour aider les travailleurs domestiques à avoir accès à l'éducation et à un logement décent, une manière d'honorer ce que Madame Colette représentait. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Robert et Madame Colette a profondément touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle que les vrais héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des uniformes simples et possèdent des cœurs extraordinaires. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des récits uniques
qui célèbre la complexité de l'expérience humaine et les valeurs qui nous rendent meilleurs. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous serions ravis de connaître votre opinion dans les commentaires. Auriez-vous eu le courage de Madame Colette? Quelle leçon cette histoire vous a-t-elle laissé? Nous vous attendons là-bas.